Merci beaucoup, Armand Hatchwell. Il y a, au fond, dans votre démarche intellectuelle et celle de l'équipe des mines avec qui vous travaillez, permet d'éclairer de façon très, très forte la mutation contemporaine qui a vu, en quelque sorte, une réduction de la définition de l'entreprise. L'entreprise est devenue simplement une société d'actionnaires, alors qu'effectivement, toutes les théories de l'entreprise, en tout cas dans la période récente, vous avez parlé des années 60, là vous avez projeté la couverture du livre de Galbraith, La nouvelle société industrielle, vous auriez pu projeter la couverture 1963 du livre La réforme de l'entreprise de Bloch-Lenné, et vous avez projeté également la couverture de ce rapport qui a été en tout cas piloté par Antoine Riboud avec comme petite main de l'époque Martine Aubry. Ce qui est très important, effectivement, on ne mesure pas assez, me semble-t-il, effectivement, la rupture qu'a introduite. Cette rupture, elle est une rupture qui est, en quelque sorte, un coup de force social, d'un certain point de vue. Ce n'est pas simplement une rupture intellectuelle. Le coup de force social, ensuite, a trouvé les moyens de s'habiller intellectuellement. Et de ce point de vue-là, il est extrêmement urgent de retrouver une définition de l'entreprise qui en fasse justement un objet ayant sa consistance propre et non pas simplement un rassemblement temporaire d'apporteurs de capitaux en recherche d'un certain type de placement. Ça fait l'objet de tout votre travail à partir d'une réflexion contemporaine, mais aussi, vous l'avez dit, d'une réflexion sur le droit, l'histoire du droit. Vous avez signalé tout à l'heure la fameuse loi de 1898 sur les accidents du travail, mais cette loi, effectivement, elle a un rôle très important parce que on considère elle procède à une sorte de socialisation de la responsabilité. Là, j'aurais peut-être, il est très important d'insister sur ce point, et si cette loi socialise la responsabilité, c'était dit justement, dans une organisation industrielle moderne, on ne peut plus savoir forcément où est la responsabilité. Est-ce que c'est l'ouvrier qui a fait une imprudence ou le processus de travail mis en place par le patron qui était insuffisamment protecteur? Et dans l'indétermination sur l'assignation de la responsabilité, on considère que c'est le système industriel, en quelque sorte, qui est responsable. Et ce système industriel qui est responsable en termes d'assurance se traduit par la possibilité de considérer comme un risque, et non pas comme une faute coupable, l'accident. L'accident n'est pas une faute, l'accident est un risque industriel. Mais à partir du moment où on dit que l'accident est un risque industriel, on en tire toutes les conséquences qui en ont été tirées du point de vue de la socialisation de la responsabilité, mais effectivement, on institue aussi l'entreprise en un organisme social et industriel. Donc ça, je crois que ce point de rappel est très important. Mais je ne voudrais pas principalement discuter avec vous ces questions-là, parce que je ne suis pas un spécialiste de la théorie de la gestion, tout en reconnaissant l'importance très grande qu'il y a de faire revenir la réflexion sur la gestion dans la réflexion générale des sciences sociales. Je suis tout de même très frappé par le fait que les revues, s'il y a quelques revues qui font le pont entre le monde de la gestion et le monde des historiens, mais elles sont insuffisamment nombreuses et des grandes revues de théorie de management sont très rarement lues, par exemple, par les sociologues. Et ça, je pense que c'est un problème important et pour moi, c'était très important que vous soyez là aujourd'hui pour montrer qu'il y a un apport aussi de ce type de réflexion scientifique qui n'est pas simplement un type de réflexion sur le bricolage économique. Avant d'arriver vraiment aux questions centrales, les questions centrales pour moi étant le rapport entre la conceptualisation de la gestion des entreprises et les formes de conceptualisation politique, puisque Fayol a eu l'ambition, peut-être même l'imprudence, de vouloir lier les deux éléments. Mais je voudrais faire d'abord un ou deux petits points bibliographiques. Il va paraître ces jours-ci un livre très intéressant de Paulin Ismard, I-S-M-A-R-D. Paulin Ismard est le jeune philosophe qui s'est fait connaître il y a 2 ans en publiant Le procès de Socrate.
Et Paulin Ismar publie un livre extrêmement intéressant, j'ai eu la chance d'en lire les épreuves, sur l'esclavage en Grèce, en montrant que toutes les personnes qui ont aujourd'hui dans notre société un statut de gouverneur de banque centrale, de ministre des Finances, étaient des esclaves. C'est-à-dire, à Athènes, tous les grands hauts fonctionnaires et tous ceux qui seraient aujourd'hui des ministres étaient des esclaves. C'est un fait qu'il a remis en lumière qui était mal connu, et il en tire des éléments d'une réflexion sur les raisons pour lesquelles on confiait. Tout le monde sait qu'il y avait des esclaves bibliothécaires, qu'il y avait des esclaves qui étaient des personnes très cultivées, ne serait-ce que quand on faisait des prisonniers, on ne faisait pas prisonniers simplement que des soldats, on faisait prisonniers aussi des généraux, des administrateurs et des gens très haut placés. Mais il en tire toute une réflexion très intéressante sur la distinction justement entre gouvernement et gestion, en disant si au fond le peuple pouvait s'assembler pour parler des questions générales, de l'orientation de la cité, c'est parce que les fonctions de direction, les fonctions administratives, mais au sens le plus large du terme, étaient prises en charge justement par ces esclaves. Et comme ils avaient le statut d'esclaves, ils ne risquaient jamais de devenir des technocrates. Donc, je ne sais pas les conséquences que l'on peut tirer des lectures de ce livre, mais je vous conseille vivement sa lecture. Il va paraître dans les jours qui viennent. Un deuxième point, un point de vocabulaire et un point bibliographique. Un point bibliographique, c'est qu'il me semble intéressant d'intégrer dans la réflexion sur la gestion les premières théories de l'organisation administrative qui se sont faites vers la fin de l'Empire et le début de la Restauration. Il y a par exemple le livre d'Auguste Julien, qui est le premier à avoir proposé de faire une science de l'ordre, qui est un livre de 1813. Il y a les principes d'administration générale aussi de Bonin, première édition 1813, édition suivante en 3 volumes de 1816. Il y a aussi tous ces manuels très intéressants qui sont les manuels rédigés pour les surnuméraires de l'administration, parce que le surnumérariat est le mode normal d'entrée dans l'administration jusqu'au milieu du XIXe siècle. Donc c'est des personnes très mal payées qui sont surnuméraires, donc pas fonctionnaires, et c'est dans ce cadre-là qu'ont été publiés les premiers manuels. Et donc peut-être qu'on pourrait faire la distinction entre ce qu'on pourrait appeler les sciences de l'ordre et les sciences de la direction. Parce que les sciences de l'ordre, effectivement, elles sont uniquement une réflexion sur la façon de tenir des cahiers, la façon d'organiser des dossiers, la façon de classer des archives. Et là, il y a quelque chose qui est important aussi bien dans l'entreprise que dans n'importe quelle activité, mais une science de l'ordre n'est pas un savoir de la gestion et de la direction. Et effectivement, cette science de l'ordre a très nettement précédé les réflexions sur les sciences de la gestion. Un point de vocabulaire concernant la question de la gouvernementalité. En fait, le terme qui est employé, qui commence à être employé au début de la Restauration, Balzac fait référence à cet usage dans son livre Le bal de Sceaux, c'est le terme exact, c'est la gouvernementabilité. Ce terme commence à être utilisé vers 1816-1818 et on rapporte même qu'il était à plusieurs reprises utilisé par Louis XVIII. C'est dire que c'est un terme qui avait une certaine ancienneté. Et le premier à avoir tiré en quelque sorte les conséquences, déployer une définition appliquée de ce terme au gouvernement, c'est le livre des moyens de gouvernement et d'opposition de Guizot de 1821. C'est là qu'on a pour la première fois une théorie du gouvernement qui n'est pas simplement une théorie de l'ordre, puisqu'il montre justement au contraire que les théories de l'ordre, et il fait l'explication à partir du monde militaire, les théories de l'ordre ne sont d'aucune utilité, dit-il, dans le monde du gouvernement. Cela nous mène à ce qui est le cœur de votre exposé et le cœur vraiment très, très intéressant. Et là, j'ai tout un ensemble de questions, des remarques aussi qui viendront, mais d'abord des questions. Vous avez insisté quant à la définition de l'entreprise sur le rapport de l'entreprise à l'inconnu, en distinguant, ce qui me semble très important conceptuellement, la notion d'inconnu de celle d'incertitude.
Mais bon, on voit très bien comment l'inconnu est inclus, je dirais, l'ouverture en permanence à l'innovation. C'est ça. Qu'est-ce que vous appelleriez l'inconnu en politique? Donc, quel est vous avez dit, c'est très, très bien, le chef d'entreprise, c'est celui qui est capable d'organiser un pouvoir créatif, et nous ne supportons qu'un pouvoir créatif. Alors, je vous poserai la question très simplement. Quelle image vous vous faites d'un pouvoir créatif en politique, ou quel est l'équivalent de ce pouvoir créatif en politique? Parce que même si vous n'avez pas écrit sur le sujet, vous n'avez pas pu ne pas vous poser la question. Donc, vous appuyez sur le bouton. Non, ça ne marche plus. La technique est très au point ici. Vous appuyez sur le bouton vert. D'abord, merci pour... globalement, toutes les indications que vous donnez, bibliographiques, me semblent non seulement très importantes, mais surtout, et je crois que c'est ce que vous aviez voulu indiquer, qu'il y a tout un pan de connaissances à intégrer dans ce qu'on appelle les sciences sociales et les théories du gouvernement. Et je vais lire l'ouvrage sur les esclaves, et je voudrais juste, sur ce point, parce que j'avais fait un séminaire à l'école des mines sur un texte qui pourrait presque... J'aurais pu prendre, plutôt que de prendre Fayol, mais ça nous aurait être là, j'aurais pu prendre Xénophon, oikos nomos, c'est-à-dire qu'on pourrait presque considéré comme étant le premier texte qui s'interroge sur qu'est-ce que gouverner, mais il ne s'agit pas du politique, mais il s'agit d'une maison de l'époque. Et on voit évidemment les esclaves avoir cette importance-là, et on voit aussi la distinction que vous faites entre l'ordre et la direction. Alors, je crois que vous avez raison de faire la distinction, et en même temps, le plus souvent, les directions prennent l'ordre comme métaphore. C'est-à-dire que la direction, pour parler de l'inconnu, se sert d'un ordre en métaphore. Donc là, il se trouve que Xénophon, qui est un socratique, dit qu'est-ce que gouverner une maison agricole, une grosse maison agricole, dit quelle différence y a-t-il avec l'architecte, le médecin et le métallurgiste? Parce que ce sont les métaphores de l'ordre. Les métaphores de l'ordre actif, c'est le médecin parce qu'il soigne, le métallurgiste, c'est parce qu'il transforme, il prend de la terre et le transforme en métal, et l'architecte, parce qu'il invente une forme. Et vous voyez qu'en me posant la question, j'y reviens, de qu'est-ce que l'inconnu en politique, je dirais c'est ce qui arrive lorsque nous nous trouvons devant des limites des métaphores. Alors, là encore une anecdote, je présentais un travail devant le président de la région Aquitaine, qui s'appelle Rousseau, je crois, j'ai oublié son prénom, Alain Rousseau. Et je parlais de la distinction à certains inconnus, et il me disait, mais vous avez raison, nous prenons nos objets politiques pour des objets incertains alors qu'ils sont inconnus. Et l'exemple qu'il a pris et sur lequel on a travaillé après, c'est l'aide aux personnes âgées. C'est-à-dire que si je dis que je veux faire une politique d'aide aux personnes âgées, le bon réflexe, ça consiste à dire que, évidemment, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il faut construire avec les intéressés, sur le terrain, une connaissance que nous n'avons pas. Sinon, on va projeter, en quelque sorte, sur ce que c'est que d'être âgé, ce que c'est d'être une personne âgée, en quelque sorte, un connu qui est devenu obsolète. Et je vous donne cet exemple parce qu'en plus, ça a eu des effets très pratiques sur l'agence d'innovation locale dans sa manière de travailler, et que nous avons publié un ouvrage dans notre équipe sur les proches aidants. Parce que les proches aidants ce sont eux les innovateurs. Les proches aidants, c'est tous ceux qui, à côté, sont. Et vous voyez et je dirais que l'inconnu aujourd'hui, ça consiste à dire aux politiques qu'il ne sait pas ce qu'il gouverne, ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'en désintéresser, c'est l'inverse. Ce qui veut dire qu'il faut encore plus le connaître. Et voilà. Est-ce que ça veut dire que, au fond, c'est une erreur de vouloir trouver des consensus sur des solutions, qu'il faut d'abord trouver, c'est un thème sociologique classique, des consensus sur des questions, construire des problèmes? Absolument, et tout à fait. C'est un grand thème de la sociologie de Crozier, ça. Voilà. Alors, pour la formuler de façon un peu rapide, pardonnez-moi, mais je pense qu'il faut sortir de ce que j'appelle la métaphysique de la décision.
C'est-à-dire que quand on est dans une civilisation de l'inconnu, ce n'est pas uniquement la décision qui compte, c'est la manière dont les alternatives sont construites. Et j'étais récemment à une cérémonie où Madame Bougard, qui dirige le STIF, le syndicat de transport d'Île-de-France, évidemment, montrait l'affaire de Sivens, c'est paradoxal, parce que d'un côté, tous les élus ont voté, mais en même temps, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Donc on est devant en fait, des limites du démocratique formel contre un démocratique activiste, mais il me semble que ça tient, encore une fois, à ce qu'on suppose, je ne dis pas que c'est facile, mais on suppose le répertoire des solutions données avant la politique. C'est-à-dire que la politique serait la sélection au sein d'un répertoire de décision, alors que le politique aujourd'hui devrait être de faire émerger un nouveau répertoire de solutions. Ça peut vous paraître abstrait, mais sans ça, on n'a pas d'urbanisme. On a travaillé avec le maire de Dunkerque sur comment il a pu obtenir que des formes nouvelles d'habitat apparaissent, c'est précisément par cette suspension. Et là où ça rejoint l'ordre, les théories de l'ordre, c'est que tout simplement les théories des marchés publics empêchent ça. Elles supposent en fait qu'on a pris la décision avant et qu'on achète ensuite. Et donc il y a aujourd'hui à trouver des théories de l'ordre qui permettent de mieux métaphoriser ce que vous essayez, enfin ce que vous avez dit très justement, qui est que plus que partager des questions, des énigmes. Voilà, je cherche une formule. C'est énigmatique aujourd'hui. La plupart des situations sociales sont énigmatiques. Ça mène votre réflexion de type de considération poursuivie, puisque vous faites réflexion à Sivens. Là, ce qui est en cause, c'est le rapport entre, on peut dire, une démocratie majoritaire et puis une démocratie plus consensuelle. Tout simplement, la démocratie ne peut pas simplement être que majoritaire. La majorité est le principe ultime de décision. Mais si toutes les décisions étaient uniquement majoritaires, il n'y aurait même plus de politique possible. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais juste une petite question que vous ne prendrez pas pour une petite pique, j'espère. Les ingénieurs, vous avez fait référence au fait que l'école des mines et l'école des ponts sont les plus anciennes écoles d'ingénieurs en France, des écoles d'ancien régime, et justement, ces écoles se sont tout de même caractérisées par la certitude de détenir un savoir sur l'intérêt général qui leur permettait de se passer du cadre démocratique. Et qu'au fond, même quand on voit, c'est un grand personnage de Balzac, l'ingénieur des ponts dans les départements. Hein. Ben, cet ingénieur de Balzac dans les départements, il méprise le préfet. C'est le suffrage censitaire à l'époque, mais donc il a une dimension de personnes qui pensent détenir une connaissance et un savoir supérieur au hasard que donne le nombre arithmétique dans les élections. En quoi ces grands corps devraient-ils changer pour se conformer à ces assumptions démocratiques dont vous faites le champion ? Vous allez me fâcher avec ma tutelle. Non, je crois qu'il y a eu dans... Alors, le hasard fait que j'ai une passion comme vous pour l'histoire et que j'ai fait faire l'histoire de ma petite école. Et il y a eu une tension, il y a toujours eu une tension entre ces deux représentations. Et effectivement, je pense qu'il y a une représentation qu'on peut appeler... quel est le mot que vous avez employé ? J'essaie d'employer un mot gentil. Technocratique, voilà. Il y a une représentation technocratique, c'est indéniable, qui est liée au fait que dès qu'on sent qu'on a un savoir légitime, l'exercice de ce savoir nous paraît devoir être respecté. Ce qu'apporte Fayol, alors, il y a cette tendance-là, mais il y a une deuxième qui a toujours existé, avec ses grands noms. Je vais en citer que deux. Le Play, qui va au contraire dire mais on n'en sait rien, il faut comprendre d'où l'économie sociale. Il y a un autre nom que je voudrais... C'est un ingénieur des mines aussi, le Play. Absolument. C'est-à-dire que vous avez les deux représentations existent. Elles ont toujours été en tension. Même si la première est majoritaire, parce que l'appareil d'État la favorise, parce qu'après ils sont en exercice. Mais je voudrais citer un autre ingénieur des mines moins connu, vous devez peut-être le connaître sûrement, mais c'est Arthur Fontaine.
Alors, parce que Fontaine est, dans l'histoire du travail en France, très important. Fontaine a été un des acteurs du BIT. Ah, c'est le ministre du Travail, Fontaine. Non, il n'était pas ministre, il était directeur des enquêtes sur le travail. Et au moment où Albert Thomas c'est le seul moment où il y a eu deux Français à l'OIT, c'était Albert Thomas et Fontaine. Et donc Fontaine a été celui qui a introduit une réflexion tout à fait critique sur le travail, en disant on a besoin. Et plutôt que de, il est beaucoup moins connu. Hein. Alors il se trouve qu'il est très connu. Nous sommes tous les deux des passionnés de Cerisy. Fontaine a été celui qui a aidé Paul Desjardins à faire les décades politico-sociales de Pontigny. Et donc Fontaine a aussi eu ce rôle-là. Chesson a été professeur d'économie. Donc je pense qu'il y a toujours eu cette double représentation. Là, je parle que pour moi, je pense qu'elle ne peut plus être minoritaire, la seconde. Et je crois qu'aujourd'hui, la première devrait accepter une mort digne et honorable. Bien, après ce passage aux aveux, nous allons rentrer dans le vif du débat. Je reprends le débat à partir de votre réflexion sur le texte de Xénophon. Parce que si Xénophon fait la distinction entre le métallurgiste, l'architecte et le médecin, ce qui a le titre de son texte est quand même un texte sur la norme, un texte sur la règle. Et Platon, on le sait, a beaucoup insisté sur justement la distinction entre le législateur et le médecin. Alors, quelle est la grande distinction entre le législateur et le médecin? C'est que le législateur essaie de définir des règles de validité universelle, alors que le propre du médecin, c'est de s'intéresser à chaque cas particulier. Et Platon a longuement médité cette question. Est-ce qu'un gouvernant doit être un législateur ou doit être un médecin? Et il insistait sur le fait que ces deux catégories ne pouvaient pas être confondues, qu'elles étaient toujours distinctes. Alors que l'histoire du pouvoir exécutif s'est inscrite dans une vision du gouvernement comme production de la règle. Et le terme même d'exécution présuppose bien qu'il y a un pouvoir, c'est la division des pouvoirs, il y a un pouvoir législatif, qui est le pouvoir qui organise les normes, qui est le pouvoir donc central de ce point de vue-là, et le pouvoir exécutif n'est qu'un pouvoir dérivé. Et l'histoire du pouvoir exécutif, c'est quand même l'histoire justement d'une minimisation. Le pouvoir, en tout cas dans l'histoire parlementaire et dans l'histoire politique moderne des XVIIIe au XIXe siècle, cette histoire est celle d'une minimisation du pouvoir exécutif, avec une ambiguïté du point de vue du langage, c'est qu'on mêle très souvent, presque à la fin du XIXe siècle, les termes de gouvernement et de régime. C'est-à-dire qu'on n'entend pas gouvernement au sens où vous l'avez entendu, au sens où nous l'entendons maintenant. C'est le fait de gouverner. On entend gouvernement simplement comme une catégorie générale définissant un régime. Donc on peut parler du gouvernement démocratique, ou on peut parler du gouvernement représentatif. Et quand on lit, il faut faire très attention à cela quand on lit les auteurs du 19e et bien sûr les auteurs du 18e. Parce que chez les auteurs du 18e, si vous regardez par exemple dans l'encyclopédie, l'entrée à gouvernement va être une entrée très, très réduite. Et ça va presque être un sens ancien de gouvernement, qui fait référence au gouvernail, etc. Et c'est la même chose dans l'encyclopédie méthodique de Desmeunier. L'encyclopédie méthodique de Desmeunier, le mot gouvernement est toujours pris dans ce sens extrêmement élargi, et en fait c'est simplement un synonyme de régime. Alors si donc on prend pour point de départ ce fait que le pouvoir exécutif a longtemps été minimisé, que le pouvoir important était le pouvoir de la norme, cela veut dire aussi que l'entreprise elle-même à ce moment-là était conçue comme très différente d'un pouvoir exécutif, parce que l'entreprise, elle avait tout de même un quotidien à gérer, et ce n'était pas simplement l'application de normes. Donc on peut dire qu'au XIXe siècle, il y a une différence très grande entre ce qu'on peut appeler pouvoir exécutif
en démocratie, qui est simplement, théoriquement, un simple pouvoir d'application, et puis la direction des entreprises, même si le mot n'existe pas encore, quelles que soient les trois catégories d'administrateurs, de gérants ou de patrons entrepreneurs. Et au fond, ce qui va changer, c'est la Première Guerre mondiale. Et sur ce plan-là, j'aimerais bien que vous nous disiez quel est... tout cela a participé d'un mouvement général. Qu'est-ce qui a fait que Fayol, bon, il a écrit son administration générale en 1916. Oui, hein, enfin, il a publié en 16. Il a publié en 16. Quel a été l'effet, justement, de la Première Guerre mondiale et des problèmes posés par la gestion militaire, etc., dans la formation de ces idées? Parce que Taylor, d'un certain point de vue, c'est quelqu'un qui apparaît avant la Première Guerre mondiale. Absolument. Et tout le courant américain de gestion scientifique est un courant qui prend naissance dans les années 1880 en réaction, on peut dire là, sur une base politique, en réaction au pouvoir des partis politiques, en réaction à la corruption des partis politiques, en disant, face à la corruption des partis politiques, il faut mettre en place un pouvoir plus rationnel, et ce pouvoir plus rationnel, c'est celui de l'administration. Donc, toutes les théories de l'administration, à partir de Wilson, hein, un article clé, ça doit être de 1884, ça vient d'abord de l'Amérique. Donc, comment vous voyez ce rapport chez Fayol? Aux États-Unis, il est clair que toutes les théories de la gestion rationnelle et du gouvernement moderne apparaissent directement dans le rapport aux questions politiques à partir des années 1880. C'est le Progressive Movement qui va leur donner le truc. Et Fayol, en France, on a l'impression que ça vient davantage des éléments de réflexion sur les conditions de gestion du conflit. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour nous éclairer sur cette question? Il se trouve qu'en fait, je suis venu moi-même tardivement à Fayol, et que pendant très longtemps, le travail que je vous ai présenté, je l'ai fait sur Taylor. Parce que j'ai été intrigué, là aussi, par... ça ne collait pas, en fait. L'histoire qu'on nous racontait ne collait pas. L'histoire qu'on nous racontait ne collait pas, et vous venez de dire une chose qui est très importante, et très peu de gens savent, c'est que les Tayloriens étaient associés aux plus grands progressistes américains, et que celui qui va diffuser l'expression scientific management dans le public, c'est un politique, effectivement, c'est Louis Brandeis, qui est un avocat bostonien et qui a été, en gros, le cabinet d'avocats qui a préparé les thèses rooseveltiennes du New Deal. Là où je peux apporter un élément, une branche différente de l'histoire, c'est que le taylorisme lui-même ne naît pas de ce mouvement-là. Il va s'y raccrocher. C'est-à-dire, les gens qui cherchent, ces gens qui cherchent une théorie du gouvernement plus structurée, qui sortent en quelque sorte du compromis du bribing, du lobby généralisé, vont avoir besoin des tayloriens. Alors, en revanche, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que viennent faire les tayloriens dans mon histoire? Et il y a une raison très très importante pour laquelle c'est la même histoire. C'est la même histoire. Et la malchance de Fayol, c'est que Taylor devient célèbre avant lui grâce à l'École des mines de Paris, parce que le Châtelier va publier Taylor très très vite. Qui est le traducteur de Taylor. Voilà, exactement. Et puis surtout un admirateur. Le Châtelier, c'est le grand patron de la science industrielle à la fin du 19e. Et alors d'où vient Taylor et pourquoi Taylor intéresse? Le traité de Fayol parle très très peu, mais très très peu, et c'est un tort, d'organisation du travail. C'est-à-dire on a peu d'éléments sur l'organisation du travail. Alors que Taylor écrit en 1895, c'est exactement sa première... Alors, même scénario, c'est un grand ingénieur, inventeur célèbre. Il est à Paris à l'exposition universelle de 1889, la Tour Eiffel, médaille d'or. Médaille d'or parce qu'il a découvert les aciers à coupe rapide. Donc vous voyez toujours ce même scénario, c'est-à-dire ces acteurs, un peu les Steve Jobs de l'époque, et qui ont les Bill Gates de l'époque sur le plan technique, mais qui ont envie de repenser, un peu comme Google donne aujourd'hui des leçons de créativité générale. Et en revanche, Taylor prend un sujet qui, lui, va devenir célèbre. C'est-à-dire comment on paye les ouvriers. A piece rate system. Et ce que critique Taylor, alors, c'est que dans le modèle
Je vous ai parlé de l'administrateur, du gérant et de l'entrepreneur, je ne vous ai pas parlé du mode de rémunération. Donc, dans mon épistémologie d'action, j'aurais pu rajouter comment on paye les gens. Et en fait, Taylor va prendre comme débat le fait qu'il est impossible de payer les gens comme on les payait, c'est-à-dire en faisant l'hypothèse que ce qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise est un monde marchand. Au fond, Taylor va socialiser la rémunération, même comme on a parlé de l'accident du travail. Et il apporte en quelque sorte aux progressistes l'idée que scientific management... Alors, vous allez comprendre les enjeux parce qu'on les a aujourd'hui. Brandeis, président de la Interstate Commission de commerce, c'est-à-dire il dirige l'équivalent d'une agence de régulation des chemins de fer. Des chemins de fer. Les chemins de fer. Les compagnies de chemins de fer demandent une augmentation de tarifs. On connaît tous ça. Argument. Augmentation de tarifs, puisque tout augmente. Si les salaires augmentent, si les prix des matières premières augmentent, le prix doit augmenter. Réponse de Brandeis, non. Ça, c'est pas scientific management. Parce que scientific management, c'est la décorrélation des prix des facteurs et du prix final. Et oui, réfléchissons. Si je suis innovant, si je suis inventif, si je fais de la recherche, je décorrèle le prix final du prix des facteurs. C'est bien ce qui est arrivé sur votre ordinateur. On a décorrélé le prix. Le coltan est très cher, mais votre ordinateur n'est pas cher. Et donc l'argument de Brandeis, c'est de dire, vous ne pouvez pas venir me dire que vous êtes une boîte noire qui se contente de transmettre des prix d'entrée, des inputs en output. Vous êtes une entreprise, vous êtes donc géré scientifiquement. Si vous êtes géré scientifiquement, il y a des corrélations. Et ce point, vous me permettez de l'ajouter, explique pourquoi les Bostoniens vont adorer les Tayloriens. En revanche, ce n'est pas les Bostoniens qui s'intéressent à Fayol. Alors, ceux qui vont s'intéresser à Fayol, c'est ceux qui ont, comme vous le disiez, réfléchissent à the federal state. C'est-à-dire, ils vont trouver chez Fayol une théorie, cette fois, du gouvernement. Mais chez Taylor, il n'y a pas de théorie du gouvernement. Il y a une théorie de l'ordre. C'est-à-dire exactement ce que vous disiez. Et d'ailleurs, il était contre l'idée qu'on appelle son livre de 1911, son texte de 1911, la direction scientifique. Non, lui disait management. C'est scientifique. Mais management, si vous regardez le rôle de management dans les écrits anglo-saxons, vous pouvez dire management of sheep, c'est-à-dire s'occuper du bétail. Oui, c'est le management des choses. Il n'y a pas de souci, n'a pas cette idée d'un gouvernement des hommes, des hommes par les hommes. Donc oui, alors Fayol, pourquoi est-ce que Fayol, par contre, a un lien avec la guerre? Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais j'ai lu un ouvrage que je vous recommande qui s'appelle « À vos ordres », vous avez peut-être vu passer cet ouvrage, sur la relation d'autorité pendant la Grande Guerre. Et alors, il s'appelle Emmanuel de Saint-Fucien. Je vous le recommande vraiment. Ça s'appelle « À vos ordres », histoire des relations d'autorité dans la Grande Guerre. Et en fait, on voit très bien comment la conception de la gouvernement de la guerre, au sens que vont faire l'état-major, et que veut dire commander, que veut dire diriger pendant la guerre. L'état-major français est obligé de faire des révisions déchirantes à la fin de l'année 15, début des années 16, et en quelque sorte, Fayol pense que c'est le moment de publier. C'est-à-dire que on a pris la guerre comme un peu à la façon, on a dit, il y a de l'incertitude, il y avait de l'inconnu. La guerre, c'était plus de l'incertitude, c'était pas, la guerre, c'était plus est-ce qu'on va gagner ou on va perdre. La guerre, c'était désormais, mais qu'est-ce que c'est la guerre? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va sortir comme guerre qu'on ne connaît pas, qu'on n'imagine pas? Et donc, ce registre-là expliquerait que Fayol, il y a d'autres explications, mais que Fayol publie en plein. Donc il y a un lien direct. Mais il faudrait parler de l'IoT aussi. Oui. Mais ça justement, c'est un point que je voulais aborder avec vous, c'est que dans toute la littérature pendant cette période, et Yves Cohen nous le rappelait la semaine dernière, il y a eu un lien très fort entre la littérature de type militaire et la littérature de type managérial.
Bien sûr, il y a le rôle social de l'officier de l'IOT, mais il y a les livres de Van Uxem, et il y a les livres de tous ces officiers généraux qui étaient polytechniciens, ce qui est très important dans l'armée française. Mais c'était quand même deux approches différentes, parce que les généraux, c'était quand même c'était la science de l'ordre, si je puis dire, la science de l'autorité, beaucoup plus que la science du management. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, à ce moment-là, eu deux tendances, je dirais, une réflexion moderne sur le management qui visait à s'appliquer en quelque sorte à la gestion des hommes en général et à la politique, et puis une vision de l'ordre militaire qui cherchait à s'appliquer au reste de l'entreprise? Là, je crois que c'est un travail à faire. Saint-Fucien, à mon avis, apporte énormément de choses nouvelles. Il y a un autre élément, donc je ne peux vous donner que des bribes, et je vous les donne pour qu'on les partage. Un autre élément qu'on a, c'est que dans les travaux, dans ces fameuses années 30, où Fayol commence à être connu aux États-Unis, en gros, ces années 20, il meurt en 25, il est connu dans les 5 années qui vont suivre, en gros, de 25 à 30, et c'est le moment où il y a énormément de débats sur l'aide administrative studies aux États-Unis. Il y a une femme dont je voudrais citer le nom parce qu'on l'a complètement redécouverte, elle a été totalement oubliée. C'est une des très rares personnes qui fait une théorie du gouvernement, de la direction, de la gestion, à partir d'une expérience d'ONG. C'est-à-dire à partir d'une expérience d'avoir conduit en gros les mouvements d'accueil de jeunes filles en perdition à Boston. Alors cette femme, c'est Mary Parker Follett. Ouais, très connue quand même. Voilà. Elle est hélas trop connue que des spécialistes. Je profite de donner son nom. Et surtout, Mary Parker Follett a été, il y a des traces, on a des traces de débats qu'elle a eu sur le problème du commandement militaire. Et Mary Parker Follett elle est post-fayolienne, mais en gros, elle interprète la question de l'inconnu, elle aussi, par l'établissement de... Elle écrit même un livre, c'est pour ça que avec Blanche et Grestin, on parle de conception créative politique. Il se trouve que Mary Parker Follett publie en 25 un bouquin qui s'appelle Creative Groups, ou Group Creativity, je corrigerai, si vous corrigerez, et qui tient à cette apparition de l'inconnu, c'est-à-dire du fait que la plupart des gens se trouvent à développer des actions qui n'entrent pas dans le registre classique. Alors on pourrait dire que ce sont des mouvements sociaux au sens tourénien du terme, mais qui vivent très bien, qui font des choses que personne n'a fait vraiment avant eux. Il me semble que l'armée découvre à son dépens qu'elle fait toujours une guerre qu'elle n'a jamais pensée. C'est-à-dire au fond, l'armée est toujours dans l'inconnu. Et du coup, ça veut dire des fonctionnements d'état-major, si on passe maintenant aux conditions d'exercice. Et ça, c'est Mary Parker Follett. Mary Parker Follett rediscute complètement les états-majors. Elle les trouve trop fermés, elle réfléchit à des circulations. C'est des choses qui sont devenues un peu classiques sur le plan militaire. Vous savez qu'aujourd'hui, à la DGA, on discute énormément de... Direction générale de l'armement. Voilà, Direction générale de l'armement, même reconceptualiser ce que veut dire général, quoi. Qu'est-ce que ça fait, quoi, un état-major, ou même qu'est-ce que ça fait un commandement. Et il y aurait à faire une histoire de ces liens. Moi, je n'en ai que des bribes. Je vous les livre tels que je les connais. Mais le livre de Saint-Fucien, franchement, a été un vrai bonheur, parce qu'il fait précisément cette littérature. On voit la littérature psychologique sur l'autorité. Donc on fait cette science sociale que vous chérissez et qui nous permet de reconstruire des analyses où on retrouve les différents niveaux du réel. Ouais. Et Marie Follett, c'est quelqu'un qui était, on peut dire, une héritière du progressisme et qui était très liée au Fabien anglais aussi. Absolument. Juste une dernière question avant de parler d'une question centrale concernant le rapport entre gestion et gouvernement. Lorsque Léon Blum publie La réforme gouvernementale, c'est donc en 1917, l'auteur qui le loue, c'est Taylor, et dans des termes plus qu'enthousiastes, disons, hein, et pas du tout Fayol. Comment vous pouvez expliquer ça? Parce qu'au fond, il aurait pu tirer davantage
et il en tire beaucoup de conséquences pratiques. Alors là, sur le gouvernement, puisqu'il dit qu'il faut que dorénavant, il y ait un président du Conseil qui soit un chef d'entreprise. Et c'est ça à longueur de page dans ce bouquin-là. Comment se fait-il qu'il n'ait... Pour quelle raison il n'a pas cité Fayol, à votre avis? J'aurais du mal à répondre de façon rigoureuse, c'est-à-dire, je n'ai pas documenté ça, donc je peux... Mais je connais bien Taylor, je connais bien l'histoire de l'impact de Taylor. Dans les années 30-35, c'est vrai, la publicité de Taylor est gigantesque. Je fais même un cours sur la première grande médiatisation de la gestion avec Taylor. On a une opération qu'on ne mesure pas, alors tout lui sert à Taylor. Vous savez que quand il y a la grande grève de 13, la grande grève de Billancourt chez Renault, Taylor, réaction des syndicats ouvriers à la mise en place du système Taylor, Taylor écrit à Louis Renault pour lui dire « Vous êtes bien Frenchy, vous n'avez rien compris, vous pensez que le Taylorisme, c'est la mise en œuvre d'une autorité venue d'en haut, c'est exactement l'inverse. Le Taylorisme, c'est d'être le meilleur ami de l'ouvrier. Donc la grève, c'est votre échec, et pas le mien. » Et il écrit à Louis Le Châtelier pour lui dire « Je suis très inquiet, vous êtes en train de donner à ma doctrine une image qui ne me plaît pas. » Et on est en 13, hein. Il meurt 2 ans après, 15. Et donc, et Le Châtelier lui répond « Mais de quoi vous plaignez-vous? Vous êtes en train de devenir célèbre. » Nous avons invité aussi ici Antoine Lilti qui a parlé de la célébrité, mais là c'est la célébrité malheureuse. Et évidemment, mais ceux qui lisent Taylor à l'époque, c'est-à-dire ceux qui vont le lire, c'est ce que j'appelle le taylorisme savant. Alors je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si Léon Blum fait partie de ceux qui vont lire le taylorisme savant, comprennent en fait que Taylor est en train de démarchandiser. Il fait 2 choses. Il démarchandise l'action dans l'industrie, et il fait de tout exercice du travail un objet de science. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail simple ou qui ne nécessite pas un espace d'étude et de connaissance. Donc, je crois que les tayloriens, ce que voient les tayloriens, entre guillemets, les tayloriens savants, vous m'avez compris, il y en a d'autres, mais les tayloriens savants, l'AI, créent la psychotechnique à la RATP, pas la RATP, mais à la compagnie du métropolitain, c'est-à-dire qu'en fait, on voit le développement d'un rapport nouveau au travail. Et au travail ou à l'exercice administratif. Donc, il devient légitime de l'étudier, de penser le perfectionner, alors qu'il relevait, on va dire, je dirais de la règle au sens ex cathedra. Il devient objet. Alors, est-ce que c'est le point de vue, là, pardonnez mon ignorance, je vais lire Léon Blum sur ce point, mais est-ce que c'est le point de vue de Léon Blum? Est-ce qu'il a une lecture savante du taylorisme, où il est plutôt pris dans... Non, il n'a pas de lecture savante, ça c'est sûr. Donc il est pris dans la bulle médiatique. Ouais. Mais alors le cycle taylorien est le suivant. Il est infâme en 10, 12, 13. Les syndicats vont... Voilà. La CGT va publier quand même un livre entier contre le système Taylor. Il est adulé aux États-Unis. Il passe la commission Oxy, c'est-à-dire il est infâme en 13. Il ouvre la FLCIO, le congrès de la FLCIO, l'année de sa mort en 15. En 25, on le réenterre un petit peu avec Roethlisberger et Dixon et Maillot. En 30, on le réexhume. Les temps modernes de Charlie Chaplin lui portent à la fois la plus grande des célébrités et un coup de poignard. Voilà. Donc, mais peut-être que dès qu'on est sur ces questions, c'est peut-être un peu ce que nous avons à retenir de ces questions, c'est qu'elles sont si fines, si complexes, si difficiles, que si on ne fait pas le travail que vous faites ici et qu'on essaye aussi de faire, de leur donner un statut rigoureux, alors elles deviennent affaires, très vite elles se médiatisent, se banalisent, opèrent sous des formes de stéréotypes et d'idées reçues, et du coup elles perdent, et l'objet est perdu. Je pense que c'est ce qui est arrivé beaucoup à la question du chef d'entreprise. Je voudrais qu'on termine la discussion tout de même en revenant sur ce qui est le cœur du début de votre présentation, quand vous avez parlé des questions de vocabulaire, sur la différence entre gouvernement, commandement, direction, etc. Pour dire 2 choses. La première, c'est qu'il y a un mot qui était absent de votre présentation et qui est hyper présent maintenant, c'est le terme de gouvernance.
Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par gouvernance? C'est justement ce qui serait commun à la gestion et au gouvernement. Et ce qui me conduit à dire qu'un Fayol d'aujourd'hui fera un livre sur la gouvernance des entreprises, et non pas sur le gouvernement des entreprises. Pour ma part, je pense très important de faire la différence entre la notion de celle de gestion et celle de gouvernement, pour une raison très simple. C'est que, puisque vous faisiez référence à Auguste Comte, on peut dire que le propre de l'entreprise, c'est d'avoir un but d'action simple à définir. Alors que le propre de l'action d'un gouvernement, c'est que son but d'action, il est complexe et il est extrêmement problématique. Et il divise la société. Donc, ça n'est pas simplement, je dirais, les techniques pratiques de gestion qui font la différence, c'est le fait que l'idée de but d'action, pour reprendre ce vocabulaire, se déroule dans des contextes et qui sont de nature totalement différente. Avec aussi le fait que la démocratie politique et la démocratie salariale, enfin la démocratie des actionnaires n'est pas de même nature, parce que les pays qui se portent mal, c'est ceux dans lesquels on pense que la majorité électorale est propriétaire du pouvoir, si je puis dire. Là, on pourrait faire la même critique que celle que vous adressez. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait autant, je trouve très important que vous enrichissiez la notion de gestion, que vous montriez à quel point il y a un appauvrissement aujourd'hui de la catégorie entreprise et qu'il faut la revivifier. Mais est-ce qu'il n'est pas prudent aussi de distinguer fortement aujourd'hui la notion de direction ou de gestion de celle de gouvernement? Parce que le gouvernement, on peut dire qu'il y a un défaut de gouvernement, au sens où le but du gouvernement, c'est, vous avez parlé de la production sociale de l'entreprise, mais la question de la production sociale de la nation, c'est ça le véritable objet du gouvernement. L'objet du gouvernement, c'est l'institution problématique du social, alors que le but de la gestion, c'est l'organisation pratique du travail et, et même de l'innovation. Donc, voilà, quelle est votre position sur cette question? Est-ce qu'il ne faut pas, s'il est utile historiquement de montrer qu'il y a des moments où on a cherché à enrichir l'idée politique par l'idée managériale et vice-versa, est-ce qu'il n'est pas sain aujourd'hui aussi de montrer en quoi ces deux catégories sont profondément distinctes sur le fond? Et vous aurez le mot de la fin avec ça. Mais attention, c'est le mot de la fin. Oui, je voudrais qu'on garde le débat. On garde le débat et qu'on introduise l'hypothèse qu'il y a une zone de non-recouvrement. Il existe une zone où elles ne se recouvrent pas. Donc il y a bien une zone où elles ne se recouvrent pas et même où elles sont incommensurables. Mais le problème, c'est qu'il y a une très large zone où elles se sont recouvertes. Et elles se sont recouvertes ne serait-ce qu'à notre demande. Prenez le débat sur la vigilance. Aujourd'hui, la vigilance, j'y reviens parce que c'est vraiment, je trouve que c'est un cas extrêmement intéressant. Nous avons aujourd'hui des entreprises qui sont plus puissantes que les États. Les grandes entreprises de textile mondiales sont plus puissantes que le Bangladesh. Et le Bangladesh n'a pas les moyens du gouvernement au sens de cette zone qui lui est propre. Il n'a pas les moyens de construire un cours social sans corruption. Il n'a pas les moyens de construire un cours social où on vérifie des choses élémentaires comme les permis de construire. Il peut les mettre en prison après, ce qu'il a fait, mais il ne peut pas. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que c'est les grandes entreprises donneuses d'ordre qui viennent de créer une alliance, qui est la première de l'histoire, qui s'appelle Accor, qui ont créé en fait une espèce de guilde internationale qui s'engage à faire ce que nous avons fait par l'action réglementaire de la sécurité des ouvriers au travail. Donc, d'une certaine façon, quand je dis je laisse le débat, c'est j'accepte tout à fait votre thèse
d'une zone de non-recouvrement, mais je vous propose de la compléter par une thèse de recouvrement, voire de superposition au même endroit. Eh bien, chacun d'entre vous se fera son idée sur la question. Voilà. Merci.